Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Let's Play Economy, ici Guillaume Gardès. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 5 et on va parler de la Révolution française. Les amis, il y aura plusieurs épisodes sur la Révolution française tant le sujet est grand à traiter. C'est quand même un épisode qui a marqué un tournant radical dans notre histoire, tu vois. On va pas traiter ça à la va-vite, les amis. Et si jamais tu penses que la Révolution française c'est le peuple se révoltant contre le privilège et l'État en place, bah c'est beaucoup plus complexe que ça, mec. Non, c'est la vision pour enfants, ça. Nous ici, nous allons parler de la vision pour adultes et tu vas avoir mal à la tête, mec. On attaque de suite. À l'époque, nous en avons déjà parlé, la société est subdivisée en ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Si je souhaite faire un rappel, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, les ordres c'est ça. Le tiers-état y'a que des pecnos, la noblesse est pété de thunes et elle s'enjaille de fou, le clergé est pété de thunes, s'enjaille de fou mais il croit en Dieu. Cette vision, je ne l'aime pas du tout du fait qu'elle est très simplifiée, elle est tellement simplifiée qu'elle en devient fausse. Nous allons rétablir la vérité. Comme on a dit, la société de l'époque se divise en trois ordres. Tout d'abord le clergé, qui possède comme fonction principale l'administration du culte chrétien dans le pays. Mais il est aussi chargé de l'instruction publique au niveau des écoles et des universités. C'est également cet ordre qui s'occupe de toutes les assistances sociales et médicales dans le pays en créant et administrant des hôpitaux, orphelinats et hospices. Cet ordre perçoit un impôt, que l'on appelle la dîme, mais est soumis à un autre impôt, comme la régale ou encore la décime, on y reviendra plus tard. Dans cet ordre, nous pouvons dégager deux sous-ensembles, le bas clergé et le haut clergé, avec une barrière sociale entre les deux, c'est-à-dire que le bas clergé ne peut par aucun moyen appartenir au haut clergé. Une grosse partie de l'argent que possède cet ordre provient de ses revenus fonciers et de l'impôt, mais on verra ça plus tard, parce que c'est assez mal réparti. Le second ordre de la société est la noblesse. Les fonctions de la noblesse ont considérablement varié lors des 12 derniers siècles. Il est donc difficile de le définir précisément. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la fonction principale de la noblesse est d'assurer la paix et la justice à travers le territoire. Ce ne sont pas les individus qui sont nobles, mais le lignage qui se transmet héréditairement. C'est-à-dire que si une personne devient noble en 1500, son fils en 1700 sera noble aussi. L'idéologie de cet ordre a énormément varié au fil du temps. C'est passé des hommes de guerre à l'image de La Valette, à la chevalerie avec l'idée de défense des plus faibles et des démunis. Mais la noblesse la plus récente se fait par le roi, qui peut anoblir par différents moyens, dont le moyen monétaire. Donc oui, tu peux acheter le droit d'être noble, oui. Ouais, Carrefour City, droit d'être noble, ouais. Comme pour le clergé, la noblesse a quelques avantages. Elle n'est pas assujettie à la taille, l'impôt royal, et a le droit de porter une épée et de pratiquer la chasse. Et son argent provient des rentes que paient les laboureurs chaque mois. Devenir noble donne des privilèges, mais soumet à un devoir, celui du sang. Les nobles ont une place réservée dans l'armée et l'administration. Tout noble ne respectant pas cette prérogative peut être déchu de sa condition. De la même manière que le clergé, la noblesse peut se décompter en trois sous-ensembles. Les orbereaux de province, qui sont des nobles qui n'ont jamais vu le roi et vivent dans des demeures inconfortables. Ils sont bien sûr au-dessus de la condition de vie paysanne, mais ne sont pas non plus à envier. On est loin de cette image que l'on a de la noblesse possédant de beaux châteaux. Au-dessus, il y a la noblesse de robe, qui rassemble tous les nobles ayant des fonctions dans l'administration comme le gouvernement ou bien le juriste ou encore dans les finances. Cette noblesse s'oppose à la noblesse d'épée, qui elle a des fonctions dans l'armée. S'ensuit la noblesse de cour, qui concentre les plus grandes fortunes de France de l'époque, cumulant les propriétés foncières, les charges et les pensions. Elle occupe les plus hautes charges de l'armée, de la maison du roi, de l'État, approchant au plus près le pouvoir. Pour terminer avec une statistique, en France il y a eu à peu près 80 000 familles nobles, mais seulement 200 à 300 ont échappé à l'infortune. Ce qui crée cette disparité de revenus, c'est que tous les emplois autres que l'administration et l'armée leur sont interdits. Seules les rentes des laboureurs et leurs fonctions au sein de l'armée ou l'administration leur apportent de l'argent. Mais lorsqu'on a un petit noble sans réel contact ni réseau avec un tout petit fief qui rapporte pas beaucoup d'argent, bah c'est chaud quoi. Concernant le tiers-état, nous pouvons déjà dire qu'il contient 9/10 de la population, c'est-à-dire l'écrasante majorité. Mais dans l'imaginaire collectif, on a dit genre c'est pas que des pecnos dans le tiers-état, tu vois. Pour le définir, nous pouvons dire ceci. Si une personne n'appartient ni à l'ordre clérical, ni à la noblesse, alors il est du tiers-état. Ça inclut du simple mendiant à la haute bourgeoisie, donc c'est très vague le tiers-état. Pour citer un exemple, Jean-Baptiste Colbert, on en a parlé dans un épisode précédent, était un membre du tiers-état. Oh, le gars était contrôleur des finances sous Louis XIV, tu vois. C'était pas un nul, Jean-Baptiste Colbert. C'était pas quelqu'un qui coupait du blé, tu vois, qui galérait. Guillaume, j'ai une question stop là. Ouais. Est-ce que par hasard, je te pose la question comme ça, je m'incruse dans ta vidéo. Est-ce que il est possible pour un manouvrier, genre un gars tout en bas de l'échelle, tu vois, d'accéder au rang de noblesse de cour? Tu veux savoir, entre guillemets, s'il existe une sorte de rêve français, quoi, c'est-à-dire partir de rien pour arriver
tout au sommet de la pyramide. Franchement ouais, c'est un peu ça que je veux savoir, ouais. Eh bien oui, il existe un exemple. Après de multiples recherches, j'ai trouvé un chemin. Il faut d'abord définir ce qu'est un manouvrier. C'est un paysan ne possédant aucune terre qui travaille pour le compte d'un autre. Dans la hiérarchie sociale de l'époque, c'est juste au-dessus de mendiant, donc pas top. Pour notre exemple, nous allons imaginer un univers où le youtubeur Le Grand JD est manouvrier au XVIIIe siècle. Moi, j'aime bien Le Grand JD, donc je prends ce youtubeur pour exemple. Pour monter, Le Grand JD n'a pas 36 solutions. Il va d'abord devoir acquérir une micro-propriété et cultiver sa propre terre. Il va devoir constamment veiller à faire grandir son patrimoine jusqu'à acquérir un attelage de chevaux ou de bœufs et une charrue, et ainsi, Le Grand JD deviendra un laboureur. Il aura plus de facilité à cultiver sa terre et par corrélation, dégagera plus de bénéfices pour l'investissement suivant. Cet investissement sera l'achat d'un magasin dans une ville afin de devenir marchand. Le Grand JD devra toujours faire attention aux achats et ventes qu'il fait afin de dégager un bénéfice suffisant pour vivre, mais il va devoir aussi effectuer un travail personnel très complexe à réaliser. Il va devoir s'instruire seul. Une fois très instruit, Le Grand JD va devoir démarcher des personnes possédant des responsabilités politiques afin de proposer ses services intellectuels et ainsi appartenir à la bourgeoisie d'office, ce qui lui permettra de gagner un peu plus d'argent. Maintenant qu'il est là, il va devoir se montrer ingénieux, faire les bons investissements, commercer avec les bonnes personnes, le tout étant d'acquérir un énorme capital de richesse afin de passer dans la haute bourgeoisie. Une fois ici, Le Grand JD va devoir se mettre sur son 31, car il va devoir séduire une femme appartenant à la noblesse de cour. Une fois cela fait, il appartiendra lui-même à cette noblesse. Voilà l'ascension qu'un homme pouvait faire à l'époque. Je le dis ici au cas où des personnes n'auraient pas tout à fait compris, c'est très dur de réaliser ce que je viens d'expliquer. Manouvrier à noblesse de cour, nouveau film dans les bacs. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu comment se décantent les ordres et qu'on a un petit peu déconstruit cette idée de Pecno riche et riche qui croit en Dieu, nous allons passer maintenant au fonctionnement de l'ancien régime. Avant toute chose, nous sommes dans un gouvernement qui est dit central, c'est-à-dire que les décisions sont prises à Paris et ruissellent vers les provinces. Ouais, un peu comme maintenant, quoi. Ouais, alors, sur le principe, c'est comme maintenant, mais tu vas voir qu'après, dans le fond, c'est pas du tout comme maintenant. Hein. Attention, hein, les provinces ont quelques libertés de décision, notamment sur les plans juridiques et financiers, hein, on va le voir. Je vous propose de partir du gouvernement central et de ruisseler jusqu'aux provinces afin de bien comprendre comment fonctionnait la société de l'ancien régime. Pour cet exemple, nous allons changer de youtubeur. Nous allons prendre l'exemple avec Sir Gibbsy. Pourquoi lui ? Parce que Sir Gibbsy, ça fait roi Gibbsy un peu, voilà. Donc dans notre exemple, Sir Gibbsy est roi. Le roi est au-dessus de tout le monde par volonté divine, donc Sir Gibbsy se situe ici. Mais aussi intelligent soit-il, Sir Gibbsy ne peut pas administrer le pays tout seul. Hein. En 1780, la France est un pays de 25 millions d'habitants. Alors quand tu es le roi et que t'es tout seul, c'est chaud d'entendre 25 millions d'habitants. Pour cela, le Conseil des dépêches a été créé. Son rôle est d'examiner les différentes dépêches rédigées par les gouverneurs et intendants des provinces. Il est donc le lien direct avec le peuple. Pour assister Sir Gibbsy dans la prise de décision financière, il y a le Conseil des finances qui gère le budget, signe les ordres de paiement, juge les contentieux financiers en matière fiscale notamment. Pour administrer la justice, il y a le Conseil des partis qui rend justement la justice au niveau suprême entre particuliers. Mais attention, ce n'était que des affaires civiles ou criminelles et uniquement les affaires non traitées par les tribunaux ordinaires. Et pour maximiser la chance de prendre une bonne décision, Sir Gibbsy dispose du Conseil d'en haut, formé de personnes qu'il a préalablement choisi pour leur conseil avisé, qui l'aideront dans chacune de ses prises de décision. Maintenant, revenons au Conseil des dépêches. Pour savoir ce qui se passe dans son royaume, Sir Gibbsy nomme des intendants, un pour chaque généralité. Si jamais tu te poses la question, une généralité c'est une circonscription administrative, un peu comme nos départements actuels. Sauf qu'à cette époque, la France dispose de 29 généralités en 1789, mais de 33 intendances, du fait que pas toutes les intendances gèrent une généralité. Oui, l'administration de ce temps-là n'est qu'un empilement de textes les uns sur les autres. Mais maintenant, attardons-nous sur les intendants. Qu'est-ce qu'un intendant ? L'article 58 du Code Michaud les définit ainsi: informer de tout crime, abus et malversation commises par nos officiers et autres choses concernant notre service et le soulagement de notre peuple. Je n'aime pas trop cette définition du fait qu'elle suppose que les intendants sont de simples informateurs. Or, c'est beaucoup plus que ça, ils sont essentiels dans le rouage administratif de l'époque. Les intendants sont plus des administrateurs que des informateurs. L'intendant s'occupe du développement économique et social de sa généralité. Introduction de nouvelles cultures, amélioration du réseau routier, organisation des stocks de blé.
Chaque généralité était divisée en subdélégations, qui étaient gérées par un subdélégué. Celui-ci était nommé par l'intendant, sa fonction était non rémunérée et ne donnait droit qu'à des gratifications. Pour gérer la fiscalité, autant sur la levée que la répartition de l'impôt, il existait les états provinciaux, qui étaient des assemblées réunissant des élus de chaque ordre, donc tiers-état, noblesse et clergé, qui fixaient la levée des impôts et l'investissement de celui-ci. Mais comme on a dit, l'ancien régime n'est qu'un empilement de textes. De ce fait, une mesure ne peut pas être aussi simple. Donc les états provinciaux n'existent pas dans tout le royaume. Les provinces utilisant ce système sont appelées pays d'état. Les provinces où les impôts étaient fixés directement par les représentants du roi étaient appelées pays d'élection. Voilà comment était administré dans les grandes lignes le pays. Alors vous avez bien vu que c'est un empilement de textes les uns sur les autres, c'est un peu le bordel. Et tout ce système crée énormément d'inégalités, on verra ça dans un prochain épisode. Donc les amis, si jamais tu as kiffé, oublie pas petit like, ça m'aide moi. Tu t'abonnes. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.